ciel était gris de nuages, il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Bonsoir à nouveau. Bonsoir à tous. Merci d'être là, nombreux, comme d'habitude. Avant de passer à l'invité, juste quelques mots pour vous dire, pour le 10e anniversaire de ces rencontres, combien vous suis personnellement reconnaissant. C'est quelque chose dont je n'avais pas idée lorsque nous avons commencé. 7500 billets ont été réservés en 24 heures. C'est le score d'un grand concert dans n'importe quelle ville de France, pour un événement culturel. À 11h mardi matin, ce chiffre était atteint. Et lorsque de tels chiffres apparaissent, alors tous les bénévoles dont parlait François Bayrou tout à l'heure sont motivés. Il y a plus de demandes de travail, il y a plus de candidats que de postes disponibles. Tout le monde veut participer. Parce que, précisément, l'adhésion est telle que tout le monde veut en être. Mardi matin, Delphine Sémavoine me disait, Delphine Sémavoine, c'est celle qui s'occupe de tout, me disait qu'une personne s'était installée. Le mardi matin, c'est l'ouverture physique, à 5h45 le matin. Vous imaginez. Donc, voilà. Nous avons fait avec François Bayrou une proposition, mais c'est vous qui en avez fait une manifestation nationale. Et ça, je ne l'oublierai pas. Ma ville de naissance est Montpellier, donc je suis occitan. Et j'ai fait 11 ans ou 12 ans la fête du livre à Montpellier avec beaucoup de succès. Et du côté de mon père, je suis béarnais depuis plusieurs 7 ou 8 générations. Et François Bayrou m'a donné l'occasion de faire ça à Pau aussi. Et pour moi, c'est un vrai plaisir personnel que de voir qu'à Pau, les gens sont si intéressés par cette manifestation. Merci. J'ajouterai une dernière chose. J'ai fait beaucoup de rencontres dans des villes de France et je rends hommage à François Bayrou, qui est l'initiateur donc de la décision de faire cette manifestation. Et jamais, de toutes les villes où j'ai travaillé de cette façon, jamais le maire personnellement ne s'était engagé à ce point. Pas un invité ne vient sans que François Bayrou l'appelle. Et on passe des rencontres et des rencontres à faire que ce que les invités que nous vous proposons soient les meilleurs possibles pour progresser le mieux possible. Merci à François Bayrou de son appui personnel dans cette affaire. Alors, pour débuter, on n'a pas choisi le début par hasard, parce que les affrontements dans la région dont s'occupe Gilles Kepel, les affrontements durent depuis des siècles. Mais là, ces derniers temps, ça a été une épouvante. Ce qui s'est passé d'abord dans le pogrom ou la razzia en Israël par les terroristes, et puis ensuite les réponses avec Gaza, qui est un endroit, un des pires au monde en ce moment. Et évidemment, ça fait à peu près 45 000 morts à Gaza, et 4 000 au Liban, ça fait quand même 49 000 morts en quelques mois. Donc nous avons demandé à Gilles Kepel de venir. Gilles Kepel a mis le pied au Proche-Orient pour la première fois en 1974. Je pense que c'était à Alexandrie pour aller au Caire.
Et ça en fait donc pile 50 ans qu'il arpente ce territoire, qu'il connaît comme sa poche, où il connaît tous les dirigeants, il connaît les gens, il connaît les responsables des groupes religieux. C'est probablement la personne ne peut avoir ce bilan. 50 ans à étudier les choses. Et deuxièmement, chez lui, comme c'est un professeur, un universitaire, il n'y a pas d'opinion lancée au hasard. Il n'y a pas de déclaration à l'emporte-pièce. Tout est fondé sur un raisonnement, un respect des faits et une connaissance des lieux et de l'histoire dont peu de personnes disposent. Pour vous dire juste un mot qui est l'effet de l'islam en France, il y a 37 ans, Gilles Kepel écrivait « L'islam des banlieues ». Il y a 37 ans, avant que tout le monde ne s'occupe de ce problème. Alors, c'était important et urgent, comme je disais tout à l'heure, parce que le titre du livre, « Le bouleversement du monde », pour lui, va nous expliquer comment, à son avis, ce qui se passe au Proche-Orient est le début d'un processus qui pourrait amener à un bouleversement du monde. On appelle Gilles Kepel. Merci. On se connaît depuis longtemps. Nous étions sur les mêmes terres il y a quelque temps. N'est-ce pas? Oui. Nous étions jeunes, tous les deux. On l'est toujours, mais enfin bon. Il est toujours optimiste, Kepel. Alors, merci d'abord d'avoir trouvé un moment pour venir à Pau, parce que chaque fois qu'on vous appelle, vous sortez un carnet et on voit une liste de villes, de colloques, de séminaires, et on essaie de se glisser au milieu. C'est ça qui maintient en forme. Hein. C'est vrai que vous êtes plus consulté que jamais auparavant. Peut-être à cause du moment aussi. Hélas, je préférerais n'être pas consulté, qu'il y ait moins de morts et de blessés, hein, mais c'est la situation, c'est comme ça. Alors, j'avais une question juste personnelle à vous poser, parce que, donc on a dit 74, vous arrivez au Proche-Orient pour la première fois, et vous avez écrit un livre précédent dans lequel il y a quelque chose comme « J'ai senti quelque chose en mettant le pied sur cette terre ». Est-ce que, lorsque vous avez posé le pied en Égypte, est-ce que vous vous êtes dit, après votre tournée, c'est quand même là que je vais passer une partie de ma vie, au moins professionnelle? Est-ce qu'il y a eu un choc devant cette terre et ces gens? Alors je vais répondre à votre question, mais je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation. Je suis très heureux de revenir à Pau. Effectivement, j'avais un autre colloque demain et je me lèverai à 5h du matin demain, mais c'est avec plaisir que je suis ici. Le public de Pau est formidable et on a toujours, après des échanges extraordinaires dans la salle où on signe derrière, donc j'attends ça avec beaucoup d'impatience. J'ai été très impressionné par la référence littéraire de François Bayrou. Bon, c'est normal, il est agrégé des lettres. Mais depuis que je suis venu ici, du coup, j'ai lu Le Palais d'hiver de Roger Grenier, que j'avais connu chez Gallimard avant son décès. Chaque fois que je viens ici dans une littéraire. Et je voudrais aussi rappeler une petite anecdote dont peut-être François Bayrou ne se souvient pas, mais qui s'inscrit dans ce que vous venez de dire. J'ai publié Les banlieues de l'islam, effectivement, en 1987. Et donc, il y a une trentaine d'années, François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale. Je reçois un jour, dans une bergerie corse l'été, un appel. C'était François Bayrou lui-même, comme quand il nous invite à Pau, qui dit « Est-ce que vous pourriez venir, vous êtes encore, vous pouvez venir à Paris ?» Je dis « Monsieur le ministre, je suis à vos ordres. » Et je dis « Pourquoi ?» Parce que nous avons vu, au moment où on examine les élèves en fin de troisième pour leurs vœux pour la suite, une quantité absolument incroyable de filles qui arrivaient voilées. Venez m'expliquer ce qui se passe. Et je dois dire que François Bayrou a été le premier homme politique de ce niveau à avoir pris la mesure de ces enjeux. Donc, entre Roger Grenier, Philippe Lapousterle et l'homme politique visionnaire, évidemment, quand vous m'appelez, je suis présent. Alors, cher Philippe, oui, en fait,
L'Égypte, en 1974, et puis dans les années où je suis, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai été tout de suite séduit par son dialecte, par la vie qu'on y menait. Malheureusement, c'est plus du tout ça aujourd'hui. Et peu après, quand j'étais étudiant à Sciences Po, qui n'est pas le Sciences Po d'aujourd'hui, et là, ça a beaucoup changé aussi, pas forcément dans le bon sens. J'avais lu dans un quotidien du soir des reportages de leurs correspondants sur place qui expliquaient que dans les facs égyptiennes, les gars avaient des barbes, les filles avaient des voiles, mais ce n'était pas du tout les mêmes barbes que les nôtres, anciens gauchistes à la Che Guevara, c'était la barbe du prophète, etc. Et je me suis demandé qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et c'est par curiosité, sans a priori particulier, mais avec le goût d'élucider le paradoxe, que je suis parti 3 ans là-bas faire ma thèse. J'en suis revenu, et puis, je suis revenu à Paris. J'ai publié mon premier livre qui s'appelait Le Prophète et Pharaon. Oui. Et puis depuis, voilà, je suis toujours là. Et malheureusement, marié au Proche-Orient. Oui, oui, c'est ça. C'est un pays de polygamie, donc. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail tout de suite sur le titre de votre livre, mais quand même, on lit Bouleversement du monde à venir, et je me suis dit quand même. À venir, non, le bouleversement du monde, pas à venir. Maintenant, enfin, le début du commencement du monde, le début de ce qui va se passer. Et je me suis quand même dit, le 11 septembre 2001, est-ce que ce n'était pas aussi un ébranlement du monde? Et le 9 novembre 89, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre le même titre? Et donc je me dis que comme vous connaissez les deux événements, je me dis que mettre le titre pour ce qui se passe au Proche-Orient, pourquoi parce que c'est beaucoup plus important en fait que le 11 septembre, je crois. C'est plus important que le 11 septembre. Le 11 septembre, vous vous souvenez peut-être, le quotidien Le Monde, qui n'est pas particulièrement atlantiste, avait titré « Nous sommes tous américains ». Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est un effondrement complet des catégories de pensée, des fondements moraux sur lesquels avait été construit le système mondial après la fin de la Seconde Guerre mondiale, après 1945, qui était basé sur le sentiment que le crime le plus atroce dans l'histoire de l'humanité, c'était l'Holocauste, ou la Shoah, ou le génocide des Juifs d'Europe par les nazis. Et tout a été fait sur le thème du plus jamais ça. Et ça n'était pas contesté ni par ce qui deviendrait le bloc de l'Est soviétique, ni par le bloc libéral américain. Et c'est dans ce cadre-là que l'ONU, en 1947, prend une résolution, dans le cadre du partage de la Palestine, pour créer un État pour les Juifs sur une partie de la Palestine mandataire pour les survivants de l'Holocauste. Évidemment, les Palestiniens n'étaient pas responsables de cette opération, et ça va entraîner la quantité de malentendus et de conflits dont on a parlé. Mais ce qui s'est passé le 7 octobre, et surtout la suite, c'est-à-dire la répression israélienne à Gaza, que vous avez évoqué tout à l'heure, a été vue, recodée, inscrite dans une sorte de mise en récit, si je puis dire, en disant c'est un génocide. Le véritable génocide, ça n'est plus cette histoire qui s'est passée dans les années 40. D'ailleurs, on ne sait pas très bien si ça s'est vraiment passé, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, il n'y a plus qu'à Pau qu'on lit encore des livres. La plupart des jeunes ne regardent plus que les réseaux sociaux. Et les réseaux complotistes, on ne se pense pas trop. De toute façon, ça ne nous concerne pas, même si nous n'étions pas nés à l'époque. Nos parents, ça faisait partie des mémoires. Donc, là, c'est plutôt vraiment, ça fait une histoire dont on ne sait pas très bien. Et puis, au fond, ça ne concerne que des Européens. Et les Européens sont une part qui se réduit de plus en plus dans la population mondiale. Le véritable génocide de l'histoire de l'humanité, c'est la colonisation. Oui. C'est la colonisation, et donc dont les coupables sont les pays du Nord. Et on va voir comment se change l'organisation du monde qui était Est contre Ouest jusqu'à 89.
sud global contre nord maléfique aujourd'hui. Et ce qu'a fait Israël à Gaza, le génocide, donc, et on retourne les termes exprès pour saper la légitimité même de la création d'Israël, ça, c'est l'aboutissement de l'horreur coloniale, d'une certaine manière. Et donc, c'est un recodage complet de nos catégories de pensée. Et alors, après, on peut... moi, là-dessus, je ne porte pas de jugement de valeur, vous l'avez mentionné tout à l'heure aimablement, je vous en remercie, mais j'essaie de comprendre comment les gens fonctionnent, comment les groupes sociaux, comment les pays s'organisent. Alors, on peut tout à fait considérer que ce qui se passe à Gaza est une hécatombe. Certains utilisent le mot génocide, et même aujourd'hui dans la presse israélienne... Vous dites razzia, je vois. Vous écrivez razzia. Oui, je vais y venir, mais c'est parce que ce ne sont pas les mêmes connotations. Génocide, ça veut dire... Il y a celui-ci, c'est un génocide, et on efface le précédent, ou en tout cas on le relativise, ou on légalise. Oui, donc il y a une vraie concurrence des mots. Oui, interaction sur le langage qui est portée par des intérêts politiques en concurrence. D'accord ? Alors, ce que j'ai essayé de faire, précisément, c'est d'entrer dans la tête des acteurs. Quand Sinoir lance l'opération du 7 octobre, alors, bien sûr, ça s'inscrit dans des choses très modernes. C'est exactement un demi-siècle plus un jour après le lancement de la guerre dite du Kippour, du Ramadan de 73, d'octobre 73, qui avait été la première guerre à l'issue de laquelle les pays arabes étaient ressortis considérablement renforcés, puisque le roi Faisal d'Arabie Saoudite avait proclamé l'embargo sur le pétrole, qui avait donné un coup terrible à l'économie occidentale et qui avait fait des pétromonarchies une puissance financière extraordinaire qu'elle est de plus en plus aujourd'hui. Deuxième élément, c'était un effet de surprise. Ça avait été fait pendant le Kippour des Juifs. Là, ça a eu lieu un matin du samedi, donc le Shabbat des Israélites, pendant une fête juive qui s'appelle Simchat Torah, pour prendre les gens à dépourvu, etc. Et c'était aussi, pour Sinoir, l'occasion de remettre la question palestinienne au cœur de l'agenda mondial. On y reviendra tout à l'heure, mais rétrospectivement, je n'ai pas compris ça tout de suite, d'ailleurs je me suis trompé dans l'interprétation au début, il l'a fait sans demander l'autorisation aux Iraniens. J'ai eu ça. Vous êtes sûr ? Oui, à peu près maintenant. Et on verra que, on en parlera tout à l'heure. Tout le monde est le contraire. Ça, voilà, les conséquences, c'est que l'Iran, un an après, se trouve dans une position catastrophique. Le Hezbollah a été rétamé et le Hamas est quasiment détruit. C'est possible physiquement que M. Sinoir ait décidé ça tout seul ? Oui, mais ça, si ça vous ennuie pas, le on nombre de gens, tout à l'heure. Oui. D'accord. Mais ce que je veux dire simplement, c'est donc vous parlez de la razzia. Parce que les images qu'on a vues du 7 octobre, soit celles des caméras de surveillance, des kibboutz, soit celles qui ont été prises sur les cadavres des assaillants tués, les caméras GoPro, un peu comme Mohamed Merah à Toulouse, même chose, sont des choses absolument épouvantables, d'éventrations, d'éventrements, enfin tout ce que vous savez. Et dans son esprit, c'est une razzia. Qu'est-ce que c'est qu'une razzia ? Le mot français ou italien vient de l'arabe razwa. C'est le mode d'action très violent dans l'histoire arabe ancienne par laquelle une tribu fond sur une oasis ou une autre tribu, tue les hommes en âge de combattre, prend les femmes pour le harem, les enfants pour l'esclavage, coupe les arbres et récupère les moutons. Ce qui était un peu l'économie du désert, ce qui ne permettait guère de créer un capitalisme florissant, bien sûr. Et le prophète met en œuvre des razzias au début, mais va en changer la formule au fur et à mesure, puisque les hommes ne vont plus être systématiquement tués, mais auront la possibilité de se convertir, ce qui va du coup permettre à la société islamique naissante d'incorporer d'autres personnes. Et là, on va créer un développement économique. Mais surtout, il y a une razzia très importante dans l'histoire de l'islam qui se passe à Khaybar, c'est une oasis qui est dans l'Arabie aujourd'hui saoudite, en l'an 628, qui est racontée très précisément dans ce qu'on appelle en arabe la Sira Nabawiyya, c'est-à-dire l'histoire du prophète, Sira Muhammadiyya, et qui raconte comment les Juifs de Khaybar ont été massacrés pour ce qu'ils n'avaient pas cru
dans la prophétie coranique, leur argent pris. Le texte est extrêmement précis, y compris dans les violences utilisées, présentées de manière positive, pour montrer la punition des Juifs. Et chaque fois que Hezbollah, Hamas ou autres attaquaient Israël ou autres, il y avait toujours ce cri en arabe « Khaybar, Khaybar ya Yahoud, Jaish Mohammed Sayaoud », ce qui veut dire « Khaybar, Khaybar, le monstre oasis ». Et les Juifs, l'armée de Mohammed est de retour. Les missiles que le Hezbollah ou que l'Iran faisait contre Israël s'appelaient tous Khaybar 1, Khaybar 2, Khaybar balistique, etc. Et donc, c'est un peu ça qui va expliquer la violence. C'est la confusion entre mystique et politique, c'est-à-dire que ceux qui vont tuer, et on a des vidéos, des enregistrements, ont le sentiment qu'ils le font habités par une dimension religieuse divine, telle qu'elle leur a été inculquée par la vision des djihadistes de Hamas. Et en face, vous avez, de l'autre côté, que ce soit chez M. Netanyahou et plus encore chez les suprémacistes religieux, les colons de Cisjordanie qu'ils appellent, eux, Judée-Samarie, chaque territoire nomme différemment chaque partie, tout à fait. Il y a ce côté aussi où, et c'est un peu ça qui va, d'une certaine manière, expliquer la dimension qui paraît irrationnelle de la réaction israélienne. Puisque, vous l'avez mentionné, parmi le nombre de gens qui ont été tués à Gaza, 45 000 probablement, on n'a pas de certitude, mais c'est le chiffre qui fait plus ou moins consensus aujourd'hui, il y a une grande majorité de civils. En quoi est-ce qu'il fallait tuer des civils à ce point? Et si vous regardez les textes de la tradition, quand Josué fait tomber Jéricho après le fameux épisode des trompettes, la tradition dit « il massacra tout ce qu'il y avait ». Sauf la fameuse prostituée de Jéricho qui avait accueilli les Hébreux, etc. On en est en 2024. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc justement, c'est bien le problème. Qu'est-ce qui fait, si ça n'est pas du bouleversement du monde, qu'est-ce qu'il vous faut, Philippe? C'est qu'est-ce qui fait que dans ce genre de choses, on a cela. Et quand on a maintenant un petit peu de distance, c'est-à-dire un an après, et que vous comparez, ce que je suis en train de faire en ce moment pour la mise à jour du livre l'édition de poche ultérieure, la guerre du Liban, qui s'est déclarée en septembre, et celle de Gaza. La guerre de Gaza était une guerre réactive, qui avait aussi pour objectif, dans l'esprit des dirigeants israéliens, de laver l'affront, même si, on verra tout à l'heure, c'est aussi Netanyahou qui est responsable, enfin s'il est coupable, il est responsable parce qu'il n'avait pas pris au sérieux Sinoir, et en fait il s'était focalisé sur le Hezbollah. Mais quand le 17 septembre, il y a l'attaque extraordinaire qui sera enseignée dans les manuels de renseignement pendant des années au beeper piégé, puis au walkie-talkie piégé, c'est quelque chose qui vise l'appareil militaire du Hezbollah, les gens qui sont lieutenants et capitaines, et le reste. Et ensuite, il y a une opération militaire qui a effectivement fait des victimes civiles, comme vous l'avez rappelé, mais pas du tout avec la même proportion que l'autre, et surtout qui cible directement l'appareil militaire de l'ennemi, si vous voulez. Et tout ça, je crois qu'on peut le comprendre aussi, justement, en essayant de mettre ensemble la dimension, alors je l'ai dit 50 ans après la guerre du Kippour, donc il y a une dimension géopolitique, mais ce qui va motiver un certain nombre d'individus à agir, c'est aussi leur conception du religieux comme une force qu'on va mettre dans le politique. Vous voyez ? Et donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est ça. Alors, à partir de là, on ne se fait pas que des amis, évidemment, quand on dit ça, parce que cette guerre est tellement polarisante que chacun veut entendre des propos qui ne font que répéter sa propre opinion. Il est légitime d'avoir des opinions, bien sûr. Mais moi, j'en ai aussi. Vous aimez mon propos, parce que j'ai été prof pendant plusieurs décennies, c'est justement de fournir aux étudiants, maintenant je n'ai plus d'étudiants, mais à ceux qui ont la gentillesse de venir m'écouter, celles qui vont venir m'écouter, c'est de fournir des éléments de connaissance que quelqu'un qui a passé 50 ans, vous avez rappelé ma carrière brièvement tout à l'heure, je vous en remercie, peut communiquer à des gens dont ce n'est pas le métier, qui ont autre chose à faire,
et qui peuvent, grâce à cela, je l'espère, mais même en étant critique, comme je suis sûr que vous le serez tout à l'heure, réfléchir à une situation en ayant le maximum de données et d'éléments. Je crois que c'est ça la vocation de l'université dans la société. Malheureusement, c'est en train de s'effondrer complètement, l'université étant devenue aujourd'hui un lieu de délire idéologique dans un sens, puis dans l'autre. Mais pas dans tous les établissements quand même, mais bon. C'est vrai qu'il y a... Dans quelques écoles, c'est assez spectaculaire. Les plus grandes, de Harvard à Sciences Po. Oui. Alors, un point de situation. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'était prévisible qu'un jour, plus rapide que beaucoup le pensaient, il y ait un accord entre... Vous parlez du cessez-le-feu au Liban. Cessez-le-feu au Liban. Ce n'est pas un accord, je vous l'accorde, c'est un cessez-le-feu. Mais quand même, c'est la première fois depuis le début de cette affaire il semblerait que quelque chose ait bougé. Oui, parce que, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en contrastant les deux types d'offensives à Gaza et au Liban. À Gaza, cette offensive est devenue complètement irrationnelle. On tue des civils et on ne trouve pas les otages qui sont sous la terre, etc. Et en réalité, Sinwar est sorti de sa cachette parce que le Hezbollah a été détruit. Et parce que du coup, il a considéré qu'il n'y avait plus d'espoir, si vous voulez. La mort de Sinwar ne peut advenir que parce que Netanyahou a été tué 10 jours avant. Pardon, parce que Nasrallah... Là, vous êtes devin. Oh là là, surtout... Netanyahou, faites attention. Je sens les tweets déjà, je sens les réseaux sociaux. Bon, ma carrière est foutue. De nouveau sous protection policière pendant 2 ans à cause de vous. Et donc, c'est un moment de détente que vous avez fait. Pitié, là, il faut faire. Non, c'est extrême. J'ai quand même été condamné à mort pendant 2 ans sous protection policière. Et sous protection policière, je ne le souhaite à personne. C'est pas très marrant. Ça. Mais donc Nasrallah a été tué justement par Netanyahou, et c'est ça qui a rendu les choses possibles. Pourquoi est-ce que le cessez-le-feu était possible au Liban ? Parce que l'enjeu au Liban, contrairement à ce qui se passe actuellement à Gaza, en Palestine en général, n'est pas existentiel pour le pouvoir israélien. Attaquer le Liban, c'était une manière d'affaiblir Hamas et aussi d'affaiblir considérablement l'Iran. Puisque le Hezbollah, qui est un parti chiite libanais, a été créé explicitement, financé par la République islamique iranienne. Pour protéger l'Iran. Voilà, pour servir de glaive et de bouclier en attaquant Israël, c'était une sorte de mesure de dissuasion pour protéger l'Iran. Pourquoi ? Parce que si jamais les Américains ou autres avaient envie de taper sur les sites nucléaires, de recherche nucléaire en Iran, on savait que le Hezbollah pouvait envoyer des missiles sur Israël. Et avant le 7 octobre, avant les 1200 morts de ce bouleversement du monde, j'essaie de le convaincre, j'ai du mal, mais je vais y arriver, avoir 10 morts en Israël, c'était une catastrophe nationale. Parce que c'est un pays qui est peu peuplé par rapport à l'immensité de ses voisins et voisins hostiles. Or là, après le 7 octobre, le nombre de morts en Israël, 1200 personnes massacrées, et vous avez vu dans l'affaire du Liban, il y a eu 80 morts israéliens pendant le mois d'octobre, le compte n'est plus le même, si vous voulez. Et de ce fait, la capacité dissuasive du Hezbollah n'était déjà plus la même. Aujourd'hui, l'Iran se trouve dans une situation extrêmement difficile parce que son territoire est directement exposé, et ce sont eux qui ont envoyé 2 salves de missiles sur Israël, qui ont été plus ou moins arrêtés, mais parce que Israël, si vous voulez, en même temps qu'il y avait cette guerre... irrationnel à Gaza, avec tant de civils tués. En même temps, Netanyahou ou son armée menait une autre guerre à laquelle on a moins prêté l'attention, mais tout ça, ce sont des choses qu'on peut penser rétrospectivement, après. Justement, absolument. C'est qu'ils ont commencé à viser le maillon faible de ce qu'on appelle l'axe de la résistance anti-sioniste ou anti-israélienne, dont la capitale était Téhéran. Ils ont visé la Syrie, pays que vous connaissez bien, vous aussi, et qui est le maillon faible du système pro-iranien, puisque le régime d'Assad ne tient qu'avec des ficelles, c'est-à-dire avec la présence des pasdaran iraniens et des miliciens du Hezbollah.
Et ils ont systématiquement tué tous les grands dirigeants et grands militaires iraniens qui étaient sur place. À tel point que les Iraniens ont été obligés de répondre et de montrer leur faiblesse. À propos de la Syrie, là, je lisais tout à l'heure, et ce n'est pas étonnant en venant dans l'avion, que les djihadistes du Nord, profitant de l'affaiblissement considérable qui sont à Idlib, au nord d'Alep, au nord de la Syrie, du régime d'Assad à cause de l'effondrement de l'Iran, sont en train aujourd'hui d'attaquer Alep. Et je ne sais pas si vous avez vu ça. Non. Et les faubourgs d'Alep ont été attaqués, l'université également. Un grand nombre de villes et de villages ont été pris par les djihadistes, passés à l'offensive, puisqu'ils considèrent que le régime Assad est en train de s'effilocher. Et cela a été une opportunité pour les Israéliens d'affaiblir considérablement l'Iran. Il me semble qu'aujourd'hui, l'enjeu est là. Moi, je pense que la situation n'est pas bonne. En Iran, la mort du président Raïssi est étonnante. Vous êtes presque à dire que en Iran, certes, il y a une crise militaire, mais il y a surtout des gens en Iran, dites-vous, qui pensent que le régime des mollahs aurait bientôt intérêt à mon avis, laisser l'Iran vivre sa vie. Jusque dans l'establishment. Vous parliez tout à l'heure de 1989. Le 9 novembre 89, au fait, pour ceux qui sont numérologues, 9 novembre, ça fait 9-11, ce qui est le contraire de 11-9, c'est-à-dire 9 novembre 89, c'est la fin du XXe siècle, avec la fin de l'Empire soviétique, et le 11 septembre, à New York et Washington, c'est le début du 21e, d'une certaine manière. Et ils se répondent, puisque qu'est-ce que c'est que le 9 novembre? C'est la chute du mur de Berlin. Et la chute du mur de Berlin, elle vient pourquoi? Elle vient à cause de ce qui s'est passé le 15 février. Alors quand... Imaginez que vous étiez à l'amphithéâtre de Sciences Po à l'époque, quand j'avais le droit d'y enseigner, et l'amphi Boutmi. Et donc, je dis, est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 15 février 89? Personne ne sait. Et je dois dire que moi-même, à l'époque, j'avais quand même déjà 35 ans, je n'ai pas fait attention. C'était un élément majeur. C'était la défaite de l'armée rouge fuyant Kaboul. Mais personne n'y a fait attention parce que tout le monde s'est focalisé sur ce qui s'était passé la veille, le 14 février. Alors je demande, qu'est-ce qui s'est passé le 14 février? Les étudiants regardent leurs chaussures pour ne pas dire vous les mauvaises notes. Et puis finalement, alors à l'époque pré-woke, j'aurais dit une jeune fille rougissante. Je dis maintenant Yel rougissant /E. Lève la main comme ça, je suis tranquille. J'ai déjà fait une bourde sur Netanyahou. Et dit, monsieur, c'était la Saint-Valentin. Je dis oui, c'est une bonne réponse. Yel, mais c'est faux, c'est pas ça, pas la bonne réponse. C'est la fatwa de Khomeini, qui condamne à mort Salman Rushdie pour tirer le tapis sous les pieds des Américains et des Saoudiens qui ont financé les Moudjahidines afghans et qui vont détruire le communisme. Et on est déjà dans cette rivalité pour le pouvoir sur le monde musulman entre sunnites et chiites qu'on a aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à inscrire tous ces événements dans une séquence et dans une histoire. C'est l'avantage, c'est le seul d'être vieux. Est-ce que, dans cette affaire, Netanyahou, est-ce qu'il est imaginable que ce chef de gouvernement fasse durer la guerre le plus longtemps possible pour son seul bénéfice personnel, ou est-ce qu'on peut quand même pas penser que c'est imaginable pour un chef de gouvernement? Oui, je crois que lui, c'est très clair. Le 10 décembre, il va comparaître pour 3 chefs d'accusation anciens de corruption. Oui. Pour lequel il est déjà... Voilà, et puis il va bien falloir lui demander des comptes pour le 7 octobre. Le 7 octobre. Parce que Netanyahou avait considéré que, si je puis dire, Sinwar aboyait mais ne mordrait pas. Vous savez que Sinwar a passé 22 ans en détention en Israël, et il y avait un dentiste qui s'appelait M. Yuval Bitton, qui était un juif d'Afrique, marocain, parlant arabe, qui était dentiste de la prison. Et bon, ça fait bizarre qu'il fait faire A au Sinwar pour regarder ses plombages, et il remarque quelque chose de bizarre. Il l'envoie se faire soigner, et Sinwar avait un début de cancer foudroyant, et c'est l'homme qui va sauver Sinwar. Et donc ça devient son confident, ce qui fait que
outre les plombages, il se fait un peu de supplément de salaire en informant le Shin Bet, dont il devient ensuite officier. Et Sinoir lui raconte tout. On va tous vous tuer, etc. Et c'est un homme qui était très obsédé par ça, qui lisait énormément en hébreu, qui voulait détruire la société. Et quand Netanyahou le libère avec 1206 autres personnes en échange du caporal franco-israélien Gilad Shalit, c'est-à-dire certains disent 1206 pour un Israélien, même pour un demi-Israélien, parce qu'il était moitié français aussi, il sait très bien ce qu'il fait. Il l'envoie à Gaza, tel le Kaiser envoyant, c'est l'histoire ancienne, hein, aucun d'entre nous, le Kaiser envoyant Lénine en train blindé à Saint-Pétersbourg pendant la guerre, qui a effectivement détruit le tsarisme, mais après le communisme. Et avec ça, il met un système en place, avec l'aval des Américains, où tous les mois, un avion de Qatar Airways vient apporter 30 à 40 millions de dollars en cash, puisque contrairement à Pau, il n'y a pas de distributeur d'argent à Gaza. François pourrait peut-être penser en installer maintenant, faire une coopération. Et à quoi sert cet argent? Il y arrive à l'aéroport Ben Gourion, le Mossad prend les valises, les met dans une Jeep, que d'ailleurs les autres vont garder, ils permettent certaines des Jeeps qui emmenaient les otages, ce sont cette Jeep qui apportait l'argent. Et là, à la frontière d'Eretz, les services secrets égyptiens les prennent, distribuent à la population, et bon, il y a pour les infirmiers, les médecins et les enseignants, mais aussi des frais de dossier très importants pour le Hamas, lequel utilise ça grâce aux tunnels qui sont creusés entre Gaza et le Sinaï, par où passe tout ce qu'on veut en contrebande. Alors ça semble complètement ahurissant, ce système, parce que passer là-dedans des armes et tout ça, les gens allaient et venaient pour aller se former en Iran et tout, mais au fond, l'Égypte et Israël trouvaient que c'était pas mal, parce que ça, selon Netanyahou, ça occupait... enrichissez-vous, si vous voulez, ils faisaient du business. Les Égyptiens n'étaient pas mécontents parce que le Sinaï est une zone irrédentiste qui a toujours posé beaucoup de problèmes à l'Égypte pharaonique du Nil. L'État islamique Daesh, il y avait une province, et donc là, ça occupait les contrebandiers du Sinaï. Les Égyptiens prenaient même des bakchiches au passage. Donc, tout ça éloigné de la guerre. Hein. Voilà, tout ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est hallucinant parce que ça partait d'une vision fausse, c'est-à-dire qu'il n'attaquerait pas. Et pourquoi est-ce que Netanyahou avait sciemment envoyé Sinoir là-bas? Parce que Netanyahou était opposé à l'État palestinien, il le reste d'ailleurs. Et alors qu'autrefois, finalement, la Palestine, Arafat, puis Mahmoud Abbas s'était construit une aura internationale des relations. Il n'avait plus l'air de terroriste, mais beaucoup de gens étaient favorables à un État. Et lui, un peu comme, si j'ose dire, François Mauriac, après la Seconde Guerre mondiale, qui dit « J'aime tellement l'Allemagne, je suis content qu'il y en ait deux ». Bibi dit « J'aime tellement la Palestine, j'en veux deux. L'une, en Cisjordanie, c'est un vieux qui sucre les fraises autoritaire, Mahmoud Abbas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec lui? Et de l'autre côté, vous avez un fou furieux fanatique et djihadiste Sinoir. » Donc, cette question-là, on la verra plus tard. Et c'était son mode de fonctionnement, si vous voulez, pour se positionner, basé sur la certitude fausse qu'il n'y aurait pas d'attaque. Et ça, évidemment, il a une responsabilité historique, mais qui n'était pas seulement une histoire politique, c'était aussi un enjeu qu'on comprend rétrospectivement avec l'attaque sur Hezbollah. Les Israéliens, le Mossad et les services de renseignement étaient convaincus que le vrai danger, c'est le Hezbollah, parce que l'armement iranien était énorme. La force militaire, le nombre. Voilà, et donc parce que les ressources n'étaient pas infinies, donc ils ont focalisé tout sur le Hezbollah. Et c'est ce qui a donné effectivement l'opération extraordinaire en termes de réalisation des beepers et des talkie-walkie. Vous imaginez le nombre d'années qu'il a fallu pour trouver les gens, pour faire fabriquer ça en Asie, monter des sociétés écrans en Roumanie, au moins 5-6 ans. Peut-être même plus, corrompre des gens du cadre du Hezbollah pour faire en sorte que le Hezbollah achète ces beepers à une société qui fournissait des beepers piégés israéliens. Donc c'est un truc hallucinant et qui fait que ceux qui sont touchés sont tous des lieutenants ou des capitaines du Hezbollah. C'est le contraire de la guerre de Gaza qui tue tout le monde. Oui.
Alors, le temps passe, et donc je voudrais quand même avoir votre jugement ou votre opinion sur 2 points énormes. Oui, enfin, j'ai oublié de vous dire que, juste en cette là, je crois que Bibi veut faire la guerre. C'est voilà. Possible, ça? Oui, et c'est, à mon sens, là que ça va clasher avec Trump, à mon sens. Alors, mais on en parlera dans un maintenant instant. que vous connaissez toute cette région, est-ce que les suites de tout ça, au bout du compte, quelle qu'en soit l'issue provisoire, est-ce qu'il est imaginable que des gens responsables dans le monde puissent se dire on va créer un État palestinien et un État israélien qui pourront vivre côte à côte avec le réservoir de haine qui vient d'être accumulé depuis 14 mois. Est-ce que c'est pensable ou est-ce que c'est complètement en dehors de la plaque? C'est pas que ce soit pensable, il n'y a pas d'autre solution. Le problème, c'est que ça va être difficile à mettre en œuvre. Alors, la question des réservoirs de haine, vous avez raison. Tout va dépendre de la manière dont les choses sont pensées par ceux qui ont survécu. Effectivement, il y a des gens en Israël qui ne pardonneront jamais ce qui s'est passé le 7 octobre, les 12 cendres, et la manière dont ça s'est passé. Il y a des gens en Palestine qui ne pardonneront jamais l'hécatombe, le massacre, le génocide, l'Holocauste, chacun l'appellera comme il le souhaitera, et de même au Liban. Mais, commençons par le Liban, une partie de la population libanaise n'est pas mécontente d'être débarrassée de la toute-puissance du Hezbollah, et même un certain nombre de chiites. Dans la société palestinienne aujourd'hui, même si c'est la faute d'Israël, ce sont les armes israéliennes qui ont tué, bombardé, etc., néanmoins, c'est la faute de Sinwar qui a pris une initiative sans en calculer les conséquences, et qui finalement a pris en otage la population palestinienne, de même que Bibi a pris en otage la population. C'est une idée qui a pénétré? Oui, bien sûr. Et en Israël aujourd'hui, vous avez une partie de la population. Alors maintenant, avec les victoires tactiques, il a repris un peu de poil de la bête, si j'ose dire, mais qui considère que c'est de sa faute et qu'il mène Israël dans le mur. Donc ça va être une grande bataille d'opinion publique, et il va y avoir aussi la dimension internationale. Israël a perdu énormément de soutien internationaux avec cette affaire. Oui. Et Israël a besoin de soutien international pour tenir. Alors, on peut dire que c'est un enjeu existentiel ou autre, mais enfin, c'est la réalité du système international. Et je crois qu'il aurait tort de considérer qu'il peut tenir pour acquis ou pour argent comptant le soutien de Donald Trump. Alors, si on regarde les nominés, comme on dit en anglais, de Donald Trump, entre le chrétien évangéliste pro-colonisation qu'il a nommé ambassadeur en Israël, l'ancien gouverneur d'Arkansas, Mike Huckabee, ma quasi-compatriote slovaque, et non pas tchèque comme moi, Elise Stefanik, ambassadrice à l'ONU, Mario Rubio au département d'État. Ce sont des gens qui sont très pro-israéliens. Mais dire pro-israélien ne veut pas dire pro-Netanyahou. Trump, son objectif, c'est qu'il n'y ait pas de guerre au Moyen-Orient, parce qu'il ne veut pas perdre son énergie, là aussi un arbitrage. Son objectif, c'est la Chine. C'est le danger chinois. Et j'ai passé 10 jours aux États-Unis là, avant, pendant et après l'élection. Là, j'étais à Washington pour essayer un peu de humer l'ambiance. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est je connaissais un certain nombre de ce qu'on appelle les anciens néoconservateurs, donc très à la droite du système politique américain, qui avaient, à l'époque de Bush fils, été ceux qui avaient poussé à faire la guerre en Irak, renversement de Saddam Hussein, etc., qui avaient abouti, in fine, à une catastrophe pour les États-Unis. Et ces gens-là ne sont pas du tout aimés par Trump. Il n'en veut pas. Et du reste, la fille de l'un d'entre eux, de Liz Cheney, qui était la fille de l'ancien président Dick Cheney, sous Bush, qui était un peu le chef de file des néoconservateurs, au vice-président, qui a fait défection de chez les républicains et qui a soutenu Kamala Harris. Et Trump l'a attaqué en disant à l'électorat, regardez, si vous votez pour Kamala, vous aurez la guerre. Regardez qui est avec elle, qu'il a appelé une war hawk, un faucon de guerre, et c'est ceux qui nous ont plantés en Irak, etc.
Lui, je pense qu'il n'a pas l'âme sensible particulièrement. Le destin politique ou judiciaire de Netanyahou, ça n'est pas son affaire, ce qui ne veut pas dire que les choses vont se faire simplement, mais son objectif, me semble-t-il, c'est d'étendre l'enjeu accord d'Abraham qu'il a fait. Les accords d'Abraham avaient été faits justement pour faire l'impasse avec Bibi Netanyahou sur l'État palestinien. Mais s'il veut mettre les Saoudiens dedans, et si, comme personnellement je pense que ça va se produire, mais bon, c'est une intuition, je ne suis pas partie des gardiens de la révolution iranienne, donc je ne veux pas, ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas dans ce domaine. Si l'Iran bouge de l'intérieur, je pense que c'est en train de se passer. Regardez par exemple, il y a eu cette répression terrible contre les femmes à la suite de l'assassinat de Mahsa Amini, la mal voilée entre guillemets, tuée dans un commissariat, qui avait été menée d'ailleurs par le président Raïssi, qui est un fanatique. Sa disparition dans un accident d'hélicoptère, parce qu'il voulait être le chef, être le successeur suprême de Khomeini. De Khamenei, oui, en Iran, personne ne croit que c'est un accident. Et, il y a de bonnes raisons de le croire. En tout cas, il y a des raisons. On peut dire au moins, parce qu'il venait d'Azerbaïdjan, où les Israéliens sont présents, c'est que le temps ce jour-là était particulièrement Mossad, si vous voulez. On n'ira pas plus loin pour l'instant pour ne pas... Mais depuis lors, surtout, ils ont fait élire après, les gardiens de la Révolution ont fait élire un président. Le président, ce n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est le guide suprême. Le président, c'est le chef de l'administration. Une sorte, si j'ose dire, de Premier ministre de la Ve République. Personne ne prenne ça... Enfin, autrefois, ou hors cohabitation, ou hors moment actuel. Rien ne me fâchez pas aussi avec Michel Barnier, déjà avec Netanyahou, et que j'aime bien par ailleurs. Et donc... Barnier. Et donc, ils ont fait élire quelqu'un qui a dit tout le contraire. Pezeshkian a dit il faut qu'on reprenne nos liens avec l'Occident. Depuis lors, et mon savoir, vous allez voir, des sources très élevées, c'est le dernier chauffeur de taxi iranien que j'ai pris à Paris, qui donc c'est une universitaire sérieux, là, ils n'est pas n'importe qui. Un Iranien qui me dit, écoutez, j'étais à Ispahan cette année, il n'y a plus une femme voilée dans la rue. Bon, il a peut-être un peu exagéré, mais effectivement, un changement, oui, ils n'ont plus les moyens d'obliger les femmes à se voiler. Or, c'est l'un des trois piliers du système. C'est le voile en public, l'axe anti-israélien et l'infaillibilité du guide. L'axe anti-israélien, si j'ose dire, dans un pays qui a la deuxième réserve de gaz mondiale, il y a de l'eau dans le gaz, puisque le Hezbollah est dans les choux, le Hamas n'est pas en forme, la Syrie se confirme en plus, ces nouvelles que je donnais en exclusivité à Pau, que les djihadistes sont en train de faire le siège d'Alep, ce qui est un changement massif en termes géopolitiques. Ça veut dire que l'Iran est quand même en assez mauvaise posture dans sa capacité à animer l'axe de la résistance. Reste le seul pilier de ce tripode qui serait le guide, qui a 85 ans, le cancer, et on peut tout à fait imaginer, il est au pouvoir depuis 35 ans, que, un peu comme en 89, Gorbatchev et les patrons du KGB se sont dit, bon, on va dans le mur, sans jeu de mots, puisque c'était le mur de Berlin, et du coup ils l'ont ouvert, oui, après la chute de... Donc c'est un peu, tout ça c'est très fluctuant, je vous donne l'analyse. Vous imaginez une sortie possible, quand même, que l'intérêt général l'emporte sur les haines et les intérêts particuliers? Il va bien falloir, parce qu'on ne peut pas laisser 2,5 millions de personnes à Gaza croupir dans la misère. Même les colons les plus fous, aujourd'hui, qui imposent en grande partie leur agenda à Netanyahou, parce qu'il faut voir que Netanyahou, dans sa coalition, a 18 députés qui sont les religieux qui ne veulent pas faire le service militaire, ce qui est ingérable pour la société israélienne, même s'il y a beaucoup de morts, enfin, pas autant que de l'autre côté, mais il y a un nombre significatif de morts à l'armée. 14 députés des suprémacistes et des sionistes religieux qui, eux, non seulement font leur service, mais vont dans les trucs de combat, qui refusent toute négociation, tout compromis avec les Palestiniens, alors que les otages ne peuvent sortir que s'il y a une négociation, et qui colonisent la Cisjordanie tous les jours davantage. Oui. Donc Netanyahou est tenu
par ces deux éléments contradictoires. Si l'un ou l'autre tire son appui, il tombe. Et s'il tombe, il va en prison. Donc, si vous voulez, il y a cette logique qu'effectivement, il n'est pas impossible que Trump, dont je ne suis pas en train de faire l'éloge, il ne serait pas rationnel que Trump le pousse dans ce sens. Oui. Et alors, dernier point, le bouleversement du monde. Est-ce que ce n'est pas l'élection de Trump? Je vous dis ça pour deux raisons. Un, parce que la puissance des États-Unis est telle que tout ce qui se passe aux États-Unis se répercute surtout dans le monde occidental. Et deux, cette élection, est-ce que ça introduit pour toutes sortes de pays une autre manière de faire campagne et d'être élu président? Oui, parce que, me semble-t-il, la conséquence, c'est que, de même que dans le monde, si vous voulez, il y a aujourd'hui des forces qui veulent remplacer le sud global contre le nord maléfique, donc une opposition latitudinale, si vous voulez, à l'ancienne opposition longitudinale est contre ouest, qui se traduisait dans les sociétés gauche contre droite. Et aujourd'hui, ça se fait en termes identitaires, c'est-à-dire les questions d'immigration qui vont créer des clivages. Bon, en France, toute l'Europe, c'est quand même assez frappant. Hein, dans toute l'Europe, on a vu ce qui s'est passé avec les matchs de foot. Les Belges qui n'ont plus d'État ont été obligés de le déployer en Hongrie, parce qu'il n'a plus les moyens de l'ordre. La France, qui reste encore un pays organisé, et surtout, on était entraîné pendant les Jeux Olympiques pour maintenir l'ordre. Donc, il a quand même fallu mettre 4000 policiers au Stade de France pour la rencontre du match. Il y avait 20 000 spectateurs. Et donc, ça fait un policier pour 5 spectateurs. Bon, c'est à peu près la même proportion qu'ici, m'a-t-on dit, pour la conférence. Mais c'est chiffres secrets. Et donc, le Pays-Bas aussi, avec une polarisation qui est partie tout de suite en vrille. Les dirigeants hollandais qui ont demandé des excuses parce que c'est là qu'il y avait eu le pogrom des Juifs pendant la guerre. En fait, la soirée est un peu plus compliquée. Il y avait parmi les Maccabis un certain nombre de hooligans qui ont attaqué des chauffeurs de taxi marocains et qui avaient des drapeaux palestiniens, lesquels le tam-tam des chauffeurs de taxi a fait que les autres sont battus. Bon, la question est complexe, mais néanmoins, quel que soit ce qui a mis le feu aux poudres, ça a explosé. Ça a explosé selon des critères identitaires. Aux États-Unis, effectivement, la question du pouvoir d'achat, de l'affirmation, des couches montantes dans l'électorat asiatique et africain qui a basculé pour Trump, c'est important. Mais la campagne a été en grande partie basée sur le rejet de l'immigration. Et ce qui est paradoxal dans un pays qui n'est fait que d'immigration depuis sa création. Où ceux qui veulent passer le Rio Grande, ce sont les aborigènes du continent américain. Oui, c'est ça. Les latinos, ça ne veut pas dire, quand on dit latinos, on pense aux descendants de vos voisins du sud des Pyrénées. Pas du tout. C'est une goutte d'eau dans la population de l'Amérique du Sud. La plupart sont des descendants des Aztèques, des Incas, etc., qui, eux, ne sont pas du tout des immigrés dans le continent américain. Leurs ancêtres n'ont jamais pris le bateau. Hein. Et donc, mais néanmoins, ça a focalisé les choses d'une manière gigantesque. L'histoire sur laquelle les Haïtiens mangeaient des chats et des animaux domestiques, des chats et des chiens, ça a fait partir les gens en vrille. Et puis, Kamala n'a pas été capable de gérer ça. Alors, même si... Mais est-ce que ce schéma-là peut déteindre, si j'ose dire, sur la manière dont on présente la politique qu'on veut faire en Europe, dans toute l'Europe? Parce qu'aujourd'hui, je pense que la polarisation identitaire est en train de remplacer la lutte des classes. Je suis allé faire le pèlerinage de Saint-Gilles cet été. Pardon, le pèlerinage de Saint-Gilles, mais quand je parle de choses sacrées, je parle de voix basse. Et entre Le Puy et Saint-Gilles, en passant par Alès. Et c'était extrêmement frappant quand on arrivait dans le Gard, dans l'ancien pays minier, Alès, Nîmes, etc. La plupart des anciens, les vieux maintenant, les anciens communistes sont tous passés au Front National. D'ailleurs, tous les députés du Gard sont au Front National. De l'autre côté, vous avez eu une montée très importante
de l'islamisme comme facteur identitaire, un développement massif aussi du deal, qui est en train de pourrir complètement dans la société, comme on l'a vu par ailleurs, et donc des individus qui ne se déterminent plus tellement en fonction de leur appartenance sociale. Ils ne vont pas voter à gauche parce qu'ils sont du côté du travail et à droite parce qu'ils sont du côté du capital, mais qui vont se déterminer par rapport aux autres et à l'identité qu'on se reconstruit. Oui. Et donc ça, il me semble que c'est quelque chose qui participe du même, je n'ose pas dire trend, du même mouvement global. Continuum. Voilà, du même continuum, bravo, que agrégé de lettres classiques, appréciable le continuum. Et donc, je cherche en grec ancien, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Et tout de suite, pendant le dîner, je l'avais retrouvé. Et donc, je crois que ça, c'est un facteur qui est important. C'est pourquoi j'ai essayé de construire ce système, ce schéma explicatif, en inscrivant ce qui se passe au Moyen-Orient dans quelque chose qui nous concerne tous. Et Amsterdam, que vous avez mentionné, en est un exemple. Le feu prend aux poudres parce que les ingrédients sont là. On met l'allumette, mais s'il n'y avait pas les ingrédients, ça n'aurait pas pris. Bon, malheureusement, l'heure est juge de paix. Oui, mais c'est tant mieux, parce que si je parle trop, c'est le problème, personne ne va vouloir lire le livre. Pourquoi mettre 15 € dans un bouquin quand on a eu le Keppel gratuit? Donc, c'est le drame de l'ancien professeur qui veut trop en faire et qui est mauvais vendeur. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. On n'a pas pu évoquer tous les problèmes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de vous poser des questions et d'avoir un complément à ce dont on vient de parler. Donc, je suis à leur disposition, avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation, toujours très heureux d'être ici.